Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo, toujours un peu dans une présentation, dans une forme de présentation un peu succincte des albums que j'écoute là, que je ressors. Là, il y a des disques que j'ai trouvés tout récemment, et puis des choses plus anciennes en fait que j'ai réécoutées, voilà. Donc c'est toujours un petit peu anarchique hein, comme contenu, mais bon, voilà, j'espère que c'est pas trop redondant. Voilà, essayer de donner un petit peu de la dynamique, c'est pas facile. Puis j'ai pas trop envie de me lancer dans des trucs trop élaborés non plus, avec des concepts et tout ça. Peut-être que je le ferai à l'occasion quand je me serai familiarisé avec le montage, parce que là c'est pas encore tout à fait ça. Donc eh ben là je vais commencer. Donc j'ai fait un petit passage en Bourgogne là pendant ces vacances, donc je me suis arrêté chez un disquaire à Mâcon. Et puis j'ai trouvé ce disque de Wim Mertens, en fait, le groupe s'appelle Soft Vertic et l'album Vergessen. Donc ça c'est paru en 82 sur le label Les 10 du Crépuscule, qui est un label belge qui est quand même assez important. Hein. Wim Mertens c'est un pianiste, là on est vraiment dans la musique minimale classique, pas très loin de Philip Glass, j'ai envie de dire, par moment. En tout cas ça a sans doute été une de ses influences, même si c'est différent. Hein. Donc là, il est accompagné, donc il joue du piano, il joue aussi du crumar, qui est un synthé analogique monophonique des années 70, assez puissant. Puis là, il est accompagné d'un ensemble musical d'instruments plutôt acoustiques. Hein. On a de la harpe, de la basse clarinette, du French horn, etc., etc. Donc voilà, moi je connaissais vaguement Wim Mertens, j'avais un morceau sur une compilation. Euh, et puis, euh, et puis là, en fait, j'ai fait une petite écoute au préalable et puis ça m'a bien plu, donc j'ai pris le disque. Donc là, on est dans une musique en fait un petit peu, je veux dire, assez froide quand même, euh, voire, voire un peu austère par moment, et puis qui évoque quand même j'ai envie de dire, des espaces vides, des no man's land. C'est mélancolique un peu aussi sur les bords. Mais bon, j'ai trouvé ça très sympa. Hein, j'aime beaucoup. Donc, moi, j'avais une compilation en fait des disques du Crépuscule, voilà, qui s'appelle The Fruit of the Original Sin. Donc là, on a un ensemble en fait. Voilà, c'est une compile. Hein, il y a pas mal d'artistes du label. Donc voilà, c'est un disque sympa, ça que j'avais déniché dans un lot en fait. Il y a déjà quelques temps, et puis il y a un morceau de Wim Mertens dessus. Alors on a aussi William Burroughs qui est ici. On sait qu'il est William Burroughs, il est plutôt ici sur l'encart. Voilà. On a aussi des groupes comme Orange Juice, qu'est-ce qu'on a? Paul Egg, on a aussi les Dorothy Columns. Ouais, enfin toute une scène, moi je trouve belge, là, enfin belge, là, le label est belge, hein, là, les artistes ne sont pas forcément, mais qui est intéressante. On a aussi une espèce de déclamation de William Burroughs et puis aussi de Marguerite Duras, il me semble, qui parle de mémoire, qui parle de son frère. Voilà, donc sympa. Hein. Donc ce Wim Mertens, moi, m'a fait ressortir des disques qui sont un petit peu de la même période, d'un artiste qui s'appelle Michael Rose Broken Consort. Là, on est sur le label, c'est Cramed 10, je crois. Il me semble que c'est un label belge aussi. Voilà, un peu même genre, minimal classique, musique un peu répétitive, art rock. J'ai aussi cet album. Moi, je trouve qu'on est un peu dans le même champ musical. De Michael Rose Broken Consort, Lincoln Portrait. Donc lui, c'est un pianiste aussi, Michael Rose. Là, il est accompagné de James Bergman à la basse. Il y a aussi un soprano sax, Ellery Eskelin. Ouais, même chose, hein, une musique un peu minimale classique, un peu répétitive, avec des signatures rythmiques un peu tortueuses. Voilà, c'est plutôt intéressant hein, dans l'ensemble. Moi j'aime bien les réécouter ces disques. Donc le Wim Mertens m'a fait penser un petit peu à ça. Voilà, donc mon disque, alors je sais que il a fait pas mal d'albums, alors il y a des trucs que j'avais écoutés qui m'avaient paru moins intéressants.
Donc je sais pas, je vais peut-être encore un peu prospecter dans cette période-là, début 80, qui a l'air plutôt sympa. Voilà. Soft Verdict, Vergessen. L'album suivant, c'est un album de Mock Langui qui est paru en 2014 sur le label L'Objet Disque. Alors, ce label, a priori, est principalement consacré à cet artiste. Donc Mock, c'est le projet solo d'un guitariste français qui s'appelle Dominique Deprez, qui avait aussi fondé dans les années 2000 le groupe Holden, qui est un groupe de pop psyché, indé, assez sophistiqué, assez classe d'ailleurs. Donc là, on est plutôt dans un album de musique purement instrumentale, il n'y a pas de chant, malgré des formats pop, des chansons. Alors comment on va être obligé de mettre des étiquettes pour parler de ça, donc on peut parler de pop baroque, pop psychédélique, rock avant-garde, rock indé aussi, et jazz surtout. En fait c'est un guitariste qui a une forte sensibilité jazz, avec un toucher très retenu, j'ai envie de dire presque impressionniste, et puis une approche des mélodies de manière un peu déconstruite, c'est-à-dire que son jeu de guitare, il est vraiment... ouais, c'est un petit peu... moi, ça me rappelle un petit peu Bill Frisell par certains moments. Mais c'est un grand mélodiste, toujours est-il. Et là, ouais, par exemple, on a une chanson qui s'appelle Le Chasseur Français. Alors, les titres sont plutôt loufoques, on verra par la suite. Donc, c'est une espèce de petite pièce musicale baroque, en fait, avec des flûtes, des bassons, la guitare. Et moi qui m'évoque vachement la musique classique, après j'ai envie de dire française du début du siècle, Satie ou Ravel, des choses comme ça, puis avec des côtés aussi, une musique un petit peu plus contemporaine. Ouais, donc les titres, le légume mésopotamien, le laquais, poisson chat frit, charité bien ordonnée commence par soi-même, Hank Williams s'adresse à la nation américaine, super morceau. Ouais, bon, ça reflète bien son univers un petit peu dadaïste. Donc franchement, c'est excellent. Alors, voilà, moi j'ai aussi cet autre disque de lui qui s'appelle Parle Grand Canard. Celui-là, c'est le dernier en date, en fait, qui est sorti en 2020. Donc là, il est encore dispo, celui-ci, parce que les autres sont limités. Et je recherche celui qui s'intercale, qui est en rupture. Il est en rupture sur les bancs de camp et on n'arrive pas à le trouver. Donc peut-être qu'un jour, ça va ressortir. Donc franchement, excellent. Puis moi, je pense que c'est un compositeur important, ce Dominique Deprez. Alors j'ai vu qu'il faisait aussi de la musique de film, c'est un côté très cinématique dans sa musique aussi. Il a fait des collaborations aussi avec une chanteuse, il a fait des trucs avec Françoise Breu, il me semble, à une époque. Enfin voilà, à suivre quoi. Mock Langui. Alors, je voulais vous parler de ce disque des Blitzoids qui s'appelle Look Up. Alors les Blitzoids, c'est un groupe américain de Chicago qui a sorti 2 disques à la fin des années 80, et puis celui-ci est de 90. Donc c'est sur le label Mook Record, donc je pense que c'est une autoproduction. Donc on voit la pochette a été faite à la main, donc avec des projections de peinture. Et puis là on a le texte en fait en relief, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est très sobre en fait. On n'a rien à l'intérieur, on n'a pas de crédit. C'est vraiment présenté comme ça. Même sur le macaron du label, c'est vraiment très très simple. Donc là, on est dans j'ai envie de dire dans le rock expérimental, encore une fois, pour changer, n'est-ce pas? Plutôt tendance rock in opposition. Alors aussi très très proche c'est un petit peu les petits frères des Residents, j'ai envie de dire. Si vous aimez les Residents, vous allez forcément aimer les Blitzoids, notamment ce disque. Alors, c'est une musique qui est complètement psychédélique, complètement déchenillée. Mais il y a un beau travail sur les textures sonores. Donc, il y a pas mal de collages, des ambiances un petit peu cartoon aussi par moments, je trouve. Il y a une certaine forme d'humour dans leur musique. Qui est bien cool quoi, et puis ouais, tout un travail sur des instruments, j'ai envie de dire un son très analogique, avec des instruments qui sont plutôt classiques, guitare électrique, des claviers, des orgues, mais tout ça qui sont un peu distordus, traficotés en post-production avec des effets, des reverbs, des échos, les voix sont voilà,
On a des voix gutturales par moments, bon, enfin tout un paysage sonore assez étrange, j'ai envie de dire. Moi qui me fait effectivement beaucoup penser aux Residents. Donc alors ça c'est un album que j'avais commandé sur le catalogue d'un label qui s'appelle Aya. Voilà, alors donc là on était, apparemment le siège était à Reims, à l'époque ça date des années fin 80, début 90. Donc voilà, un petit catalogue hein, où on pouvait acheter des disques. Hein. Alors, vraiment orienté musique parallèle, Rock in Opposition, donc on a du Pierre Bastien, les batteries, Konrad Bauer, Art Beers, voilà, tout un tas de groupes vraiment axés sur la musique expérimentale, j'ai envie de dire. Hein. On a du Gina Parkins, Michel Chion, John Cage, voilà, Lindsay Cooper, voilà, bon, on voit un peu dans quel registre on se situe. Donc c'était plutôt sympa parce que, bon, à l'époque, je me rappelle, je cochais un petit peu, parce qu'on avait une petite critique du disque aussi, et puis une petite chronique rapide en fait, et puis voilà. Donc c'était sympa, donc on commandait les disques, on les recevait par la poste 15 jours après. Donc voilà, Bleedzoids, moi je vous recommande d'aller jeter une oreille, parce que moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis même si c'est un disque à tirage très très limité, il est facilement trouvable celui-là, je l'ai vu passer plusieurs fois. Voilà, bizarrement, je sais pas, il faudra m'expliquer pourquoi les disques de Rock in Opposition ont si peu de valeur, alors que je trouve que des fois la musique est vraiment excellente. C'est bizarre, c'est un mystère. Bleedzoids. Alors ensuite, bon là on passe vraiment du coq à l'âne, hein, là on va vraiment m'accuser d'être décousu dans mes présentations. Bon bah c'est pas grave en fait. Ça c'est un disque que j'ai chiné la semaine dernière. Ça s'appelle Harlem Pop Trotters, c'est paru en 72 sur le label Musique pour l'image. Voilà. Et donc la musique est de Jean-Bernard Réteux. Bah, je connaissais pas du tout. Donc c'est un disque de librairie musique. Hein. Voilà, c'est de la musique qui était destinée pour l'exploitation, pour la télé, pour le cinéma, etc., etc. Donc moi j'ai été surpris en fait par ce disque. Je m'attendais à un truc. J'imaginais quelque chose de très blues rock, un petit peu à la manière British Boom, tout ça. Du début des années 70, moi c'est un peu le cas en fait, hein, mais à quelque chose près quoi, puisque par exemple vous avez Dragster, un morceau hyper heavy blues, et puis en place de guitare en fait vous avez un soprano sax qui fait une espèce de chorus mais complètement débridé du début à la fin avec des breaks un petit peu prog, super intéressant. Et puis sur l'ensemble en fait c'est assez varié. Vous avez passé de la pop un petit peu psyché au folk, un peu flower power, tout ça, mais toujours vachement inspiré. Et puis vous avez des morceaux un petit peu, voilà, western spaghetti, hein, un peu à la Ennio Morricone, musique italienne, tout ça. Notamment la Méduse apprivoisée, qui est un morceau, une espèce de ballade un peu douce amère, là, qui est super belle, qui rappelle beaucoup Morricone. Hein. Donc, bah, moi, je regrette juste une chose, en fait, c'est que, en fait, il n'y a pas le crédit des musiciens. Donc, je suis allé voir sur le net pour essayer de gratter un peu, savoir qui jouait là-dessus, parce que c'est des musiciens de haut vol, hein, on sent bien le truc, quoi. Notamment le sax, je suis curieux de savoir qui c'est, en fait. Hein. Je pense que c'est des musiciens français, de toute façon. Hein. Donc, ouais, vraiment excellent. Donc, et puis, j'ai envie de dire une belle petite trouvaille, parce que c'est un disque qui a une jolie cote, en fait. Donc, moi, j'ai dû le payer 5 euros. Donc, voilà, c'est cool. Hein, je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, le premier, je sais qu'il est très recherché aussi. Il est encore plus coté. Voilà. Donc, il n'est pas en état parfait. Hein, on voit, il y a un peu la pochette est un peu marquée. Et puis, en fait, le disque aussi, il avait pas mal de traces. Mais en fait, c'est un mono, donc le son est assez puissant et ça passe pas trop mal. Et la prod est vraiment impeccable, quoi. Super soigné, tout ça, c'est excellent. Bon, un très bon disque, hein, moi je suis content. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas un morceau, il y a pas un morceau acheté là-dessus. Hein. Excellent. Alors encore un grand écart, j'ai envie de dire, hein, avec ce disque de Run-On qui s'appelle No Way. Alors ça c'est paru en 1997 sur le label Matador. Donc Run-On, c'est le groupe de Sue Gardner qui est au chant, à la guitare, à la basse, Alan Licht à la guitare, chant, Rick Brown, batterie, et Katie Gentile, violon.
Donc là, c'est plutôt des musiciens de la scène underground new-yorkaise, plus expérimentale. Donc notamment Alan Licht, qui est un guitariste assez prolifique, qui a fait tout un tas d'albums et de participations. On est un peu dans le style de Glenn Branca, voilà, dans ce genre-là. Et puis Sue Gardner, elle avait un groupe avec le batteur Rick Brown qui s'appelait Fish and Roses, une espèce de groupe un petit peu de rock oblique, là, art rock. Donc bon, bah là on est dans le rock indé, plutôt, j'ai envie de dire, plutôt classique, même s'il y a une grande inventivité dans ce disque. On sent bien que les musiciens, on sent bien d'où ils viennent, et puis on a aussi surtout l'impression qu'en fait, ce petit collectif, ils avaient peut-être envie de profiter de la manne Sonic Youth et aller vers quelque chose d'un peu plus commercial, tout en restant très créatif, hein. Il y a du violon, on a du marimba, voilà, on a pas mal de dissonances quand même. Les morceaux sont c'est assez alambiqué en fait. Et puis, truc sympa, on a une reprise de Road de Nick Drake qui figure sur son Pink Moon, voilà, qui est bien foutu, qui est assez bien venu, je trouve. Donc moi j'ai un autre album en fait, j'ai leur premier disque que j'avais acheté en CD à l'époque. Voilà, donc là on voit le groupe. Alors le CD, c'est un Digipack, il a un peu vécu. Pareil, hein, tout aussi bien, peut-être même mieux celui-là d'ailleurs. Alors ouais, Matador, moi c'était un peu mon label de référence quand je prospectais pour de la musique. J'allais souvent voir leur catalogue en fait, hein, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc bon, voilà, c'est un bon petit groupe de rock indé, quoi, un peu art rock, avec une grande originalité, je trouve. Voilà. Donc Run On, je vous invite à l'écouter. Du coup, on va rester à New York avec ce Luna qui s'appelle Pop Tent, sorti en 97, donc sur le label Rough Trade. Là, c'est une édition anglaise. Voilà, alors donc Luna, en fait, c'est le groupe de Dean Warham qui avait fondé les Galaxy 500 dans les années fin 80, début 90, et puis après sa séparation, leur séparation, il est venu faire Luna. Donc là, on a Justin Harwood à la basse, Lee Wall à la batterie, Dean Warham au chant et Chin Eden à la guitare. Voilà, alors Chin Eden, super guitariste avec des fulgurances psychédéliques dans son jeu. Et puis Dean Warham ici, pareil, guitare chant avec une guitare très réverbérée, très élégante, toujours super classe, très cristalline. Donc moi je trouve qu'on est un petit peu dans la famille du Velvet, c'est un peu les descendants, hein, avec les Phillies aussi, j'ai envie de dire. Et là je crois que un des batteurs des Phillies a joué dans Luna. Voilà, bon, on est vraiment dans cette famille musicale, hein. Après ça c'est le 4e album, j'en ai d'autres en CD. Alors là on a le premier qui s'appelle Luna Park. Super aussi. Celui-là aussi qui vient après, alors excellent, vraiment super bien, celui-là, The Day of Our Night. Voilà, toujours très psychédélique avec des guitares démentielles, et puis il y a un mélotron, je crois il a été produit par Grantley Phillips, je crois le mec de Grantley Buffalo, il me semble. Très bon disque. Et puis j'ai aussi celui-ci, alors voilà, celui-ci c'est un peu leur best-seller, hein, j'ai envie de dire, album Luna Rendez-vous. Voilà, c'est ça. Moi, si je vous conseille un album en premier pour commencer, on pourrait partir sur celui-là, enfin, il est vraiment bien. Ouais, là on est dans quelque chose de plus intimiste, avec peut-être un peu plus dream pop, voilà, avec des super morceaux aussi. Pareil, un groupe qui est assez proche de Big Star aussi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc très bien, excellent Luna, excellent disque. Je vous recommande, hein, si vous connaissez pas. Moi j'ai beaucoup écouté ça dans les années 90, peut-être même encore plus que Galaxy 500 en fait, qui pour moi d'une certaine manière peut-être un peu plus abouti ou plus, je sais pas en fait, hein. Ça c'est un point de vue personnel, mais je trouve qu'ils sont passés un petit peu à l'ombre en fait. Voilà Luna. Bien, bon, on va en finir avec cet album de Lucifer qui est paru en 2003 sur le label Drag City.
Alors, Luciur, on va dire, c'est un projet annexe de Wilco, un période Yankee Foxtrot Hotel, puisque dessus on a Glenn Kotche à la batterie, Jim O'Rourke, guitare, basse, clavier, et puis Jeff Tweedy, guitare et chant. Donc là, on est un peu dans la frange expérimentale de l'Americana. On avait déjà ça sur Yankee Foxtrot Hotel. On a l'impression qu'en fait ils étaient encore plein d'idées et puis ils ont un peu créé ce Luciur ouais, pour compléter en fait, j'ai envie de dire. Hein. Bon, bah, c'est un super album de folk, ouais, de folk un peu avant-gardiste hein, sur les bords. De toute façon, on a les super compos de Jeff Tweedy qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, maltraités par les arrangements de Jim O'Rourke. En fait, l'écriture là, elle est quand même assez partagée parce qu'on retrouve des titres qui font beaucoup penser aux albums solo aussi hein, de Jim O'Rourke. Voilà, comme Bad Timing, des choses comme ça. Bon bah là en fait c'est vrai que Jeff Tweedy, pour moi c'est un super songwriter. Hein. Alors lui, je vais dire des ballades, il en tombe juste en claquant des doigts. Voilà, il est extrêmement prolifique. Alors moi j'ai quelques-uns de ses albums solo, mais bon il y a tellement de matière en fait. Pour éviter l'écœurement, moi je reviens souvent à mes premiers Wilco en fait que j'aime beaucoup. Même la période avec Jay Bennett, tout ça qui est un peu plus standard. Mais bon, c'est super, un super disque. Voilà, donc après ils en ont fait un second. Alors celui-ci, je l'ai en CD. Voilà. Donc là, peut-être un peu moins, je trouve un peu moins spontané. C'est peut-être un peu plus réfléchi, plus travaillé. Pour moi, hein, c'est perso. Moi, je le trouve moins bien celui-là, mais il y a des trucs super intéressants dessus. Hein. Là, on est encore plus, on s'éloigne un peu, je trouve, ouais, du côté folk, Americana. Et puis, Jeff Tweedy, il a quand même fait pas mal de collaborations. Alors, il avait collaboré, j'ai ressorti aussi ce disque de Minus 5, voilà, sur lequel il figure. Hein, pareil, c'est une espèce de collaboration. Minus 5, c'est un groupe, pareil, hein, de rock Americana de ces années-là. Un petit peu à la Jayhawks, tout ça, en fait, hein, Golden Smog et compagnie. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Donc voilà, Luciur, voilà, c'est bon album. Alors moi j'aime beaucoup la pochette en fait. Hein, ouais. Je trouve que ça rappelle, l'artwork rappelle vachement le premier, alors je sais pas si c'est un clin d'œil, le premier album de Blue Cheer par exemple. Voilà. Ok, bien, et ben écoutez, je vais vous laisser là. J'essaierai de mettre un petit peu des extraits. Si j'y arrive et si c'est pas striké donc par YouTube et puis peut-être que ça donnera un peu plus de relief à mes vidéos. Allez, à bientôt.
Springtime comes and the leaves are back on the trees again. Snappers are harder to see, my friend.